Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la sonate à Kreutzer. Il s'agit d'un roman écrit par Léon Tolstoï et publié en 1889. Le narrateur se trouve dans un train et dans son compartiment se trouvent plusieurs personnes. La conversation tourne autour de la hausse du nombre de divorces. Pour le marchand, les divorces sont dus à l'excès d'instruction. Selon une vieille dame, la mésentente entre époux vient des mariages forcés dans lesquels les personnages qui ne se connaissent pas sont contraints par leur famille de vivre ensemble. Pour elle, c'est important que la femme aime son mari. Selon un vieillard, pour que la femme reste, il faut lui inspirer de la crainte. D'après lui, la femme est inférieure à l'homme car elle a été tirée d'Adam. Pour que la femme reste fidèle, il faut serrer la vis et la surveiller dès le début. La vieille dame définit l'amour comme une prédilection qui peut durer très longtemps. Un homme dans le compartiment, qui a l'air vieux et qui ne doit pas l'être réellement, pense que cette prédilection dure bien moins longtemps. Il pense qu'en amour, il y a une non-réciprocité. Il qualifie le mariage d'imposture. La pureté n'est qu'une façade. Dans la réalité, il y a beaucoup de polygamie, de polyandrie, et après le mariage, beaucoup se détestent rapidement. Cet homme dit s'appeler Postnichev. Il avoue avoir tué sa femme. Suite à cette déclaration, des personnes quittent le compartiment. Postnichev raconte son histoire au narrateur. À 16 ans, on lui a fait voir une prostituée. Il connaît plusieurs femmes jusqu'à ses 30 ans, puis il se met à rechercher, pour se marier, une jeune fille pure alors qu'il ne l'est plus. Pour Postnichev, l'amour ne passe pas par des sentiments élevés et spirituels, mais il passe par le corps et par la coquetterie. Il nous fait voir une inégalité car les hommes choisissent les femmes et les femmes ne choisissent pas les hommes. Les femmes n'ont plus que la sensualité pour attirer les hommes. Ce côté sensuel passe énormément dans les vêtements et dans les coiffures qui, au final, ne sont faits que pour faire plaisir aux hommes. Postnichev tombe ainsi amoureux d'une femme à cause de son jersey et de ses boucles. Il ne se marie pas pour l'argent, mais il se dit amoureux. Il veut, contrairement à ses connaissances, ne plus être polygame après son mariage. Rapidement après leur mariage, Postnichev et sa femme n'ont plus rien à se dire. Postnichev remarque la supercherie d'une telle union, mais il ne dit rien aux autres de la souffrance qu'il ressent depuis son mariage. Il pense que le mariage est non naturel, surtout quand on unit un homme déjà expérimenté à une jeune fille pure. Tous deux remarquent ce vide, cet ennui suite aux quelques jours de lune de miel durant lesquels ils ont pu assouvir leurs besoins. Les premières querelles se déroulent, elles deviennent plus nombreuses et de plus en plus violentes. Ces crises sont en alternance avec des moments charnels. Sa femme tombe enceinte. Selon Postnichev, la femme descend plus bas que l'animal, car il faut que la femme soit à la fois enceinte ou nourrice et en même temps maîtresse. Cette accumulation mène certaines femmes à la maladie mentale. Il se qualifie lui-même de porc, mais au moment où l'histoire se déroule, il se croyait honnête car il ne trompait pas sa femme. Il remarque que l'éducation des femmes est faite pour satisfaire les hommes. Les hommes pratiquent de l'esclavage vis-à-vis des femmes car ils profitent du travail forcé d'autrui. Postnichev remarque que quelles que soient les avancées dans les droits des femmes, la femme reste un objet de jouissance pour les hommes. La femme de Postnichev aura en tout 5 enfants. Il devient jaloux de sa femme et ce sentiment ne se calme que lorsqu'elle est enceinte ou qu'elle allaite. Pour les mères, la joie d'avoir un enfant est plus petit que les tourments que les enfants leur apportent concernant la maladie ou la mort. Le couple déménage ensuite à la ville, ce qui donne un répit de courte durée dans leur vie commune. La femme tombe malade, les médecins lui préconisent de ne plus avoir d'enfants. Celui-ci lui permet de se recentrer sur elle-même et elle redevient belle. Elle se remet à jouer du piano. Postnichev, qui se rend compte que sa situation est intenable, songe au divorce et au suicide, mais il ne les applique jamais. La femme pense au suicide et fait une tentative de suicide, mais elle n'arrive pas à se tuer. Le couple parvient toujours à se réconcilier. Une rencontre se déroule entre Postnichev, sa femme, et Troukhatchevski. Il est musicien et joue du violon. Il propose d'accompagner la femme au violon tandis qu'elle jouera du piano. Postnichev se rend compte que Troukhatchevski s'intéresse à sa femme. Il l'invite tout de même à faire du violon chez lui le soir même.
En rentrant d'une exposition, Poznichev remarque le manteau de Troukhatchevski. La jalousie monte en lui. Quand il rentre dans le salon, ils sont tous deux occupés. L'un fait du piano et l'autre lit des partitions. Il se passe en Poznichev une crise de jalousie. Sa femme lui dit ne pas être intéressée par Troukhatchevski. Le dimanche, la femme de Poznichev et Troukhatchevski jouent ensemble devant des invités la sonate à Kreutzer de Beethoven. La semaine suivante, Poznichev part en province pour un congrès. Il reçoit là-bas une lettre de sa femme dans laquelle elle lui parle de Troukhatchevski qui est passé à la maison. Poznichev passe de la jalousie à la raison. Il décide d'aller retourner chez lui pour voir ce qu'il en est. Il arrive de nuit chez lui et voit le manteau de Troukhatchevski. Il envoie le domestique ailleurs, il prend un poignard et il entre dans la chambre. Troukhatchevski et sa femme s'y trouvent. Leur visage exprime la terreur. Poznichev poignarde sa femme et il perd le courage de se suicider. Il est mis en prison durant 11 mois avant d'être jugé. Durant le procès, il est acquitté. Le narrateur est arrivé à sa station et il quitte Poznichev. Dans ce roman, tout est basé sur l'inégalité. Poznichev a eu des relations sexuelles avant son mariage. La jeune femme, sans doute pas. Poznichev est acquitté de son procès. Si l'épouse avait tué son mari, cela n'aurait sans doute pas été le cas. Dans ce roman, c'est un homme qui parle à un autre homme. Les seules voix féminines sont celles de la vieille dame dans le train qui donne une vision de l'amour à l'eau de rose, et celle de la femme de Poznichev qui parle peu et qui, lorsqu'elle le fait, paraît faire un caprice. Les deux membres du couple ne mettent jamais fin à leur relation. Ils ne font que penser au divorce. Poznichev pense au suicide, mais il ne met pas ses pensées en application. Sa femme y pense et elle tente de se suicider, mais c'est sans succès. Poznichev est un homme qui vit dans l'excès. Ses solutions sont dans l'excès. Il préconise l'abstinence, dont une des conséquences pourrait être la disparition de l'être humain, mais de cela il s'en moque. La mésentente dans le couple vient très rapidement. L'excès vient de la rapidité, de la violence et de la fréquence de leurs querelles qui n'ont même pas de raison fondée. L'excès se situe dans la perception que Poznichev a de lui-même. Avant, il se croyait honnête car il ne trompait pas sa femme. Maintenant, il dit qu'il est un fornicateur, qu'il agit comme un porc. Après avoir reçu la lettre de sa femme, il passe d'un extrême à l'autre. Soit il pense que sa femme et le violoniste sont coupables, soit il essaie de leur trouver des raisons. L'excès est aussi caractérisé par la parole de Poznichev dans le train. Il impose son histoire à un personnage qu'il ne connaît même pas. Le narrateur a très peu la parole. Dans cette histoire, il y a énormément d'incompréhension. Il y en a entre lui et sa femme. Il y en a entre la société et lui-même. Par exemple, il compare le mariage avec sa visite au cirque où il n'y avait rien d'étonnant, mais où, une fois sorti, il faut mentir aux autres afin de leur faire croire qu'il y a à l'intérieur des choses fabuleuses. Il y a des incompréhensions entre la justice et lui-même. La justice acquitte Poznichev, ce qui signifie qu'elle ne le pense pas coupable d'un meurtre. Pourtant, il demande pardon à sa femme et aussi au narrateur. Poznichev compare souvent le mariage entre les hommes et les relations qu'ont les animaux entre eux. Il trouve que les animaux sont plus avantagés. Tout d'abord, leurs relations ne sont pas régies par un mariage. Les animaux n'ont pas la connaissance, donc ils ne se font pas de soucis pour leurs petits. Les femmes sont contraintes d'avoir des relations avec leur mari, même une fois enceintes et même en allaitant. Les hommes sont coincés entre leur côté animal et leur humanité. En vivant ainsi avec ces deux parts, il y en a toujours une qui étouffe l'autre. La sonate à Kreutzer est une sonate composée par Beethoven. Elle se compose de 3 mouvements. Il y a l'adagio, il y a l'andante et enfin il y a le presto. Ces 3 mouvements se retrouvent dans l'œuvre. Tout d'abord, ils se retrouvent dans le récit de Poznichev qu'il fait à son compagnon de train. Le mouvement presto correspondant au moment où Poznichev entre dans un état de fureur et tue sa femme. Ces mouvements se retrouvent aussi dans la relation entre le violoniste et la femme de Poznichev, l'adagio pouvant correspondre à leur rencontre, l'andante au jour où ils jouent la sonate à Kreutzer, et le mouvement presto à leur rencontre lors de l'absence de Poznichev et au meurtre. Il jouait la sonate à Kreutzer de Beethoven. « Connaissez-vous le premier presto ? Vous le connaissez » s'écria-t-il. « Ah, quelle chose terrible que cette sonate, surtout ce mouvement-là, et, en général, quelle chose terrible que la musique.
Qu'est-ce exactement? Je ne le saisis pas. Qu'est-ce que la musique? Quelle est son action? Et pourquoi agit-elle comme elle le fait? On dit que la musique agit de façon à élever l'âme. Quelle stupidité, quel mensonge. Elle agit terriblement, je parle pour moi, mais nullement de façon à élever l'âme, ni de façon à l'abaisser, mais de façon à l'exaspérer. Comment vous dire? La musique m'oblige à oublier ma vraie condition. Elle me transporte dans un état qui n'est pas le mien. Sous l'influence de la musique, j'ai l'impression que je sens qu'en réalité je ne sens pas, que je comprends que je ne comprends pas, que je peux ce que je ne peux pas. J'explique cela en disant que la musique agit comme le bâillement, comme le rire. Je n'ai pas sommeil, mais je bâille en voyant quelqu'un bâiller. Je n'ai aucune raison de rire, mais je ris en entendant quelqu'un rire. La musique, elle, me transporte d'emblée, immédiatement dans l'état d'âme où se trouvait celui qui l'a écrite. Je confonds mon âme avec la sienne, et avec lui je passe d'un état à un autre. Mais pourquoi je fais cela? Je l'ignore. L'homme qui a écrit, mettons la sonate à Kreutzer, Beethoven, savait pourquoi il se trouvait dans cet état qui l'a porté à certains actes. Aussi, pour lui, cet état a une signification. Pour moi, aucune. C'est pourquoi la musique ne fait qu'irriter. Elle ne conclut pas. Si par exemple on joue une marche militaire, les soldats défilent à son rythme et la musique a atteint son but. On a joué une danse, j'ai dansé pendant ce temps-là. La musique a atteint son but. On a chanté une messe, j'ai communié. La musique a encore atteint son but. Autrement, ce n'est qu'une surexcitation. Et qu'y a-t-il à faire au sein de cette surexcitation? Rien. C'est pourquoi la musique exerce parfois une action si terrible, si redoutable. En Chine, la musique est l'affaire de l'État. C'est ainsi que cela doit être. Peut-on admettre que n'importe qui puisse à son gré hypnotiser seul une ou plusieurs personnes et ensuite faire d'elles ce qu'il veut? Et surtout que cet hypnotiseur soit le premier homme de mauvaises mœurs rencontré en chemin?